Nous allons parler de Touloulou, du mystère de Touloulou précisément. Donc nous avons l'honneur, quand je dis nous, je parle de délégation de l'Université de la Guyane, présente et accueillie aujourd'hui par l'Université de Diderot, pour faire un échange, une rencontre, on l'appelle une rencontre performance, qui va se dérouler en deux phases. Une première qui ira jusqu'à 16h, on fera donc une pause, et la seconde partie à 16h30. Alors, nous aurons plusieurs interventions sur plusieurs dimensions sur cette question du Touloulou, une dimension, vous verrez, littéraire, historique, anthropologique, juridique, etc. Alors, pour initier tout ça, donc, nous allons avant tout passer la parole à Madame Bricou, qui nous accueille et qui va nous dire quelques mots. Merci, monsieur. Je voudrais, au nom de l'Université de Paris Diderot et de son équipe présidentielle, vous souhaiter la bienvenue dans cet amphithéâtre Buffon que nombre d'entre vous connaissent, mais où certaines viendront peut-être pour la première fois. Vous souhaitez la bienvenue dans cet amphithéâtre et dans une université qui se veut placée sous le signe de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un mot qui m'est cher, comme le mot hôte, qui désigne en français à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli, sans qu'on sache très bien quel est celui qui reçoit le plus. Mais pour nous qui vous accueillons, nous savons déjà que c'est un événement qui se place sous des couleurs particulières, celles de la rencontre, de l'échange, du dialogue des cultures, de part et d'autre de l'Atlantique, du dialogue des cultures et des disciplines, car les intervenants réunis aujourd'hui vont nous apporter sur cette figure énigmatique et fascinante du Touloulou des éclairages multiples. Il faudrait insister aussi sur le fait que l'Université Paris Diderot, dont j'ai été de 1900, je ne me rajeunis pas, de 2009 à 2015, vous voyez l'émotion m'étreint, mais il est vrai que nous voyageons beaucoup à travers les siècles. Eh bien, l'Université Paris Diderot, dont j'ai été vice-présidente à la vie culturelle et à l'université dans la ville, a toujours cultiver non seulement le dialogue des disciplines, elle est résolument interdisciplinaire, mais le dialogue des cultures et la rencontre des lettres, des arts et des sciences. Et cette rencontre performance, comme vous le rappeliez, monsieur, eh bien, elle a la particularité de nous permettre d'accueillir non seulement des paroles qui sont des paroles savantes, mais toujours savoureuses, celles des universitaires de Guyane, ici réunis, mais aussi des artistes, des paroles d'artistes et des langages différents, celui de la musique, celui de la danse, celui de la chorégraphie, l'art du costume, dont on verra qu'il est porté ici à une très grande perfection. La perfection n'est pas très grande, elle est donc à une perfection véritable, disons-le. Et vous verrez que dans ce dialogue entre les universitaires et les artistes, il y a là quelque chose d'infiniment fécond, parce que cela nous permet de traverser des frontières. Voilà. Nous vivons dans un monde que d'aucuns jugent trop hérissé de murs, trop hérissé de barrières. Nous sommes de ceux qui pensent que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Il y a beaucoup de ponts en Guyane, beaucoup d'eau courante, beaucoup de territoires que l'on parcourt et qui ne connaissent pas de frontières. Et je dois dire que pour moi, qui ai eu la chance d'y être accueillie, ça a été une expérience qui est une expérience inoubliable, inscrite dans une mémoire tourmentée, mais inscrite aussi dans la générosité et la fécondité de l'accueil et des rencontres qu'il m'a été donné de faire. L'Université Paris Diderot et l'Université de Guyane, les deux présidences de nos universités,
ont accueilli cet événement et l'ont coordonné. Madame Christine Clérici, présidente de l'Université Paris Diderot, nous fera ce soir l'honneur de sa présence. Je crois que Madame Monique Blérald, vice-présidente culture et présidente de l'Observatoire régional du carnaval guyanais, s'exprimera au nom du président de l'Université de Guyane. Pour moi, vous voyez, j'ai déjà trop parlé. Je voulais vous dire bienvenue. Ces événements ne seraient rien sans vous. Vous allez nous prêter vos oreilles, vos regards, votre souffle. Et j'espère que, comme moi, par le Touloulou, que vous l'ayez rencontré ou que vous le découvriez aujourd'hui, vous serez émerveillés. C'est une rencontre placée sous le signe de l'enchantement. Voilà. Merci à vous et merci à nos hôtes guyanais de nous accueillir. Merci beaucoup, professeur. Cette rencontre, le professeur Bricot l'a souligné, est inscrite dans une démarche qui est déjà bien longue, qui a commencé à être initiée depuis un moment. Il s'agit de faire valoir, reconnaître et être enchanté, pour reprendre vos termes, professeur, par le Touloulou et le faire intégrer, et c'est l'objectif, le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc il y a une démarche qui est déjà entamée, qui est en cours. Et je passe la parole pour vous en dire plus au professeur Monique Blérald, VP, donc vice-présidente culture de l'Université de la Guyane et également donc, présidente de l'Observatoire régional du carnaval de Guyane. Voilà, professeur Blérald, vous avez la parole. Oui. Je vous remercie, monsieur Cécile. Donc, bonsoir à vous. Merci encore à ma collègue, Madame Bernadette Bricot, vice-présidente de l'Université Paris Diderot. Je ne m'étendrai pas dans le protocole puisque ce soir, j'aurai l'occasion de représenter à travers quelques mots le président de l'Université de Guyane. Donc, sans plus tarder, je commence directement ma communication. Alors, c'est vrai, donc, le carnaval de Guyane est inscrit depuis le 26 octobre 2017 au patrimoine culturel national français. Et ce projet d'inscription est porté par une association, l'Observatoire régional du carnaval guyanais. Et là, je vous propose, à travers ce PowerPoint, d'examiner la démarche d'inscription, le travail qui a été effectué pour pouvoir atteindre ce premier objectif et les enjeux qui y sont liés. Donc, l'Observatoire régional du carnaval guyanais, une association de loi 1901 créée en février 2014, qui est donc un éveilleur de conscience, qui a pour objectif l'inscription de ce personnage du Touloulou, du bal Paris masqué, au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, qui vise aussi comme objectif la transmission intergénérationnelle de codes, de rites, de symboles, de valeurs, de savoir, de savoir-faire. Et cette association est aussi une force de réflexion sur la transmission, la valorisation. Elle est composée d'une équipe. Votre serviteur, qui est présidente de cette association, et d'autres personnes ressources importantes, M. Brunel Boutrin, vice-président, que vous aurez l'occasion dans une heure d'apprécier, d'écouter, parce qu'il nous interprétera des airs de carnaval. Madame Elsa Banis, qui est la secrétaire, et bien sûr d'autres personnalités de renom du monde carnavalesque de Guyane. Des partenaires institutionnels, l'Université de Guyane, bien entendu, puisque nous en sommes issus, mais aussi la DAC, la presse de Guyane, la collectivité territoriale. Notre credo, moi, foi de Touloulou, je serai à l'UNESCO. Alors, pourquoi vouloir inscrire le Touloulou au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? Bien, déjà, tout simplement, le Touloulou est une figure emblématique et identitaire de Guyane. Elle est aussi un vecteur de développement économique, un vecteur lié au tourisme, à l'artisanat, et elle est liée aussi à la cohésion sociale. Pour ce faire, l'Observatoire régional du carnaval, pour cette inscription, s'appuie sur la Convention 2003 de l'UNESCO. Les principales conditions de cette convention,
nous la respectons. Elles sont celles-ci. La figure emblématique patrimoniale retenue doit être un lien entre le passé et le présent. Et le touloulou répond à ce premier critère. Un lien représentatif, traditionnel, contemporain et vivant et évolutif. Un lien, cette figure doit être aussi transmise, valorisée, sauvegardée à travers des rites, des symboles, des codes. Cette figure doit être portée par le peuple, fondée sur des communautés, des preuves tangibles que nous allons découvrir dans quelques instants. Cette figure patrimoniale doit être aussi soutenue par l'ensemble du corps économique, social, politique. Dans le cadre de cette inscription, deux grandes étapes. L'inscription à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel français. Première étape franchie, puisque depuis l'année dernière, le 26 octobre 2017, nous sommes inscrits avec le touloulou, le carnaval, le bal paré masqué de Guyane. Et la deuxième étape que nous visons maintenant, c'est l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. La première grande étape, c'est d'abord l'adhésion, la sensibilisation de la population. Donc là, à travers différentes images, vous voyez le travail sur le terrain qui est effectué. Donc, la rencontre avec des porteurs de projets déjà inscrits à l'UNESCO, tels que les voisins, nos voisins guadeloupéens qui ont inscrit le gros cas, mais aussi un travail sur le terrain avec la population, telle que l'arrivée du roi Vaval, ou encore des conférences grand public, donc des conférences sur le touloulou, des interventions dans les dancing en pleine danse, où on explique un petit peu l'intérêt donc, et les enjeux de cette inscription. Toujours des conférences animées par des membres aussi de l'Observatoire ou des auteurs. L'Observatoire aussi est active, une association active dans les rues de Cayenne, à travers des défilés, lors des grandes parades, la parade de Cayenne, mais aussi les parades au sein des communes. Et, comme le stipule la Convention 2003, il est important que les mesures de transmission soient aussi respectées. Donc là, à travers ces images, vous voyez le travail effectué avec les écoles, avec les enfants, donc par les membres de l'Observatoire sur ce personnage du touloulou. Vous voyez sur la droite M. Henri Galgi, qui tout à l'heure va intervenir, puisqu'il est aussi un créateur de costumes. Et là, il explique aux enfants comment créer un costume de touloulou. Donc, vous le verrez tout à l'heure dans le cadre du défilé. L'adhésion de la population, car le projet UNESCO doit être porté avant tout par le peuple. Et là, des signatures ont été récoltées, près de 10 000 signatures entre 2014 et aujourd'hui. Des signatures dans les dancing, un peu partout, lors de la promotion du touloulou, à Cayenne comme dans l'Hexagone. Il y a aussi la deuxième étape, la scientifisation de la démarche d'inscription. Une scientifisation qui se fait à travers les colloques ou encore les expositions. Donc les images ici montrent le dernier colloque qui a eu lieu en 2017 en Guyane et ce colloque qui est encore repris en partie ici aujourd'hui à l'Université Paris Diderot. À côté dans le cadre de cette démarche scientifique, un diplôme a été créé, le diplôme Art Histoire des Carnavals Amérique et Caraïbes. Donc ce diplôme respecte une perspective comparatiste. Donc le carnaval est étudié en littérature, en anthropologie, en histoire, en économie, en droit, mais pas uniquement le carnaval de Guyane, mais aussi le carnaval des Antilles, le carnaval comme nous sommes dans l'Amazonie, le carnaval du Brésil, le carnaval de la Colombie, le carnaval de la Louisiane et bien sûr un clin d'œil au carnaval de Nice, de Dunkerque. Donc vraiment une perspective comparatiste qui est aussi agrémentée, rehaussée plutôt par l'apport des langues vivantes,
et l'apport aussi, le contact intergénérationnel et le contact entre les professionnels du monde carnavalesque et les étudiants. Donc, avec ce diplôme, les étudiants, ils ont un niveau Bac plus 2, ils peuvent à la sortie créer leur propre entreprise carnavalesque ou être embauchés par les collectivités. Il y a aussi l'animation culturelle du campus. En tant que vice-présidente culture, je ne pouvais laisser de côté cet aspect. Et Carna Campus est un concept inventé où les étudiants vont à la rencontre des carnavaliers qui eux aussi viennent sur le campus parler de leur savoir-faire, transmettre leur savoir. L'exposition, donc cette exposition dont vous avez aussi les panneaux à l'extérieur que vous pouvez admirer, cette exposition a été montée avec des étudiants de Master 2, Société Interculturalité. Donc là, vous voyez quelques images de cette exposition qui a été présentée l'année dernière. Qui dit inscription à l'UNESCO dit aussi lobbying. Et il faut partir à la rencontre d'autres porteurs de projets, tels, même s'ils ne travaillent pas sur le carnaval, mais sur d'autres thématiques, il faut les rencontrer pour pouvoir aussi s'approprier, comprendre la démarche et ses objectifs. Donc, nous avons eu l'occasion de nous rendre à Nîmes, rencontrer les porteurs du projet donc, des arènes de Nîmes, à La Réunion, voir ceux qui portaient la danse, le rythme du Maloya, et là, une rencontre conviviale au Festival des Cultures avec le président de l'UNESCO. La fiche d'inventaire a été acceptée l'année dernière, le 26 octobre 2017. Mais pour cette fiche d'inventaire, il y a toute une stratégie. Bien sûr, une équipe rédactionnelle composée donc, des différents collègues ici présents, avec une vision pluridisciplinaire, puisqu'il fallait étudier le carnaval, le personnage du Touloulou, d'un point de vue historique, anthropologique, musicologique, littéraire, linguistique. Et à côté de cet aspect scientifique, recueillir aussi des signatures, des courriers de soutien auprès des élus politiques, auprès des groupes carnavalesques, les différents groupes carnavalesques, les orchestres, les dancing, les tenanciers, les témoignages aussi, donc des récits de vie auprès des personnes âgées qui ont raconté leur première expérience de bal paré masqué ou leur première expérience de Touloulou. Et la médiatisation, parce qu'il faut faire connaître. Donc là, vous voyez un petit peu les membres de l'Observatoire invités sur les médias, les radios, les télés, voilà. Quels sont les enjeux? Donc le Touloulou est inscrit au patrimoine culturel immatériel français depuis le 26 octobre 2017. Que permet donc cette inscription? Tout d'abord, une reconnaissance identitaire sur le plan local et sur le plan national. Des stratégies de développement touristique et économique, rendre la Guyane attractive avec le personnage du Touloulou. La sauvegarde et la valorisation des codes, des rites, des symboles ancestraux à travers la transmission de valeurs, de savoir-faire. Très important parce qu'avec les interpénétrations culturelles, puisque la Guyane est entourée donc, par le Brésil, par la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles, donc des influences carnavalesques qui pénètrent dans notre carnaval, la mondialisation avec le carnaval de Trinidad, du Brésil et le carnaval de Guyane, notamment, je prends quelques exemples, la musique, elle va évoluer, il n'y aura plus les chants comme autrefois avec la dérision, mais surtout les tambours, et des tambours qui sont importés des Antilles, des barils en plastique, la confection des costumes, maintenant créés par des couturières brésiliennes ou avec l'influence des couturières qui viennent de Paris ou d'une région de l'Hexagone qui ont porté le masque de Venise. La nourriture, parce qu'il y a aussi le coût. Donc, de plus en plus, on ne retrouvera plus le même mode d'alimentation pendant le carnaval. La soupe va être remplacée par le bami, c'est-à-dire une nourriture à base de pâtes, de viande, de poulet, parce que c'est moins cher, c'est plus rapide, alors que les mets d'autrefois étaient plus longs à cuisiner. Et le poncholet qui permettait en même temps de tenir toute la soirée et de ne pas prendre froid parce que l'on danse, l'on transpire, va être remplacé par des bières qui sont moins coûteuses, mais ô combien négatives. Voilà.
Donc, je vous ai donné quelques exemples. Les rites aussi, à l'intérieur du dancing, ne sont plus respectés. Autrefois, quand on pénétrait dans le dancing, il fallait d'abord faire un tour de piste pour pouvoir repérer les bons cavaliers, saluer aussi les musiciens et après pouvoir danser. Mais maintenant, il n'y a plus tout ceci. Tous ces rites ont disparu. Et d'où l'importance de pouvoir transmettre ces codes, ces rites aux jeunes qui les méconnaissent et qui s'approprient d'autres types de rites venus de l'extérieur. Alors la réception du projet, alors bien entendu, vous avez compris qu'il y a une querelle entre les jeunes et les anciens. Une querelle aussi entre les traditionalistes et les modernistes. En même temps, les groupes carnavalesques de rue qui se sentent exclus, donc, parce qu'ils pensent que le bal paré masqué est privilégié. Donc, il y a aussi une petite mésentente, entre guillemets, entre les groupes de rue et ceux qui prônent le bal paré masqué, qui, pense-t-on, est beaucoup plus mercantile, plus rentable et plus profitable parce que à cause des entrées, des bals paré masqués, donc il est beaucoup plus mercantile et il n'en profite qu'à certains. Donc là encore, il y a débat. Et les élus politiques, qui certes accompagnent quelque peu l'inscription du bal paré masqué, mais ils sont encore timides. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de l'identité, plusieurs d'entre nous, je dis bien plusieurs d'entre nous, nous pensons en coloniser, c'est-à-dire que tout ce qui a trait à notre patrimoine identitaire, le créole, la langue créole, la culture créole, les danses au tambour, les chants, les musiques au tambour, le carnaval est considéré comme divertissant, comme attraction pour le peuple. Et ce que nous souhaitons faire et ce que nous avons entrepris de faire à travers cette démarche d'inscription, c'est de montrer que le carnaval, que le touloulou, n'est pas uniquement un objet lié à la fête, au divertissement, mais peut-être aussi un objet d'étude scientifique avec des enseignements, une formation pédagogique, de la recherche portant sur le patrimoine culturel immatériel et son évolution. Voilà, donc je reste à votre disposition pour pouvoir répondre aux questions et je pense que j'ai respecté le temps qui m'est imparti. Tout à fait, professeur. Je vous remercie. Bien, donc nous sommes contraints par le temps, vous l'avez compris, chers collègues. Donc si au cas il y a des dépassements, je n'hésiterai pas donc à vous rappeler à l'ordre. Nous allons poursuivre, parce que après avoir entendu Madame Professeur Bléral qui nous a un peu initié sur la démarche et l'intérêt donc culturel, scientifique, identitaire, nous allons poursuivre avec Madame Elsa Banis qui va nous emmener sur un aspect historique pour bien comprendre, parce qu'on a parlé de dancing, des bals parés masqués. Depuis quand ça existe, comment ça a évolué, et quelle différence pourrait-on faire entre ceux d'antan et ceux d'aujourd'hui. Donc vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Nous allons vous faire une sorte de chronologie justement des bals parés masqués, qui si actuellement ça s'appelle bal paré masqué, avant a débuté en tant que bal travesti. Donc c'est à partir d'ordonnances, de bulletins officiels, des feuilles de la Guyane, ainsi que des journaux, des quotidiens tels que la Sentinelle, Vigile de la Guyane, qui nous permettront justement d'avoir une trame historique de la genèse des bals. C'est à partir d'ordonnances, arrêtés, de journaux que nous allons faire une présentation de la genèse des bals d'abord travestis. Ces ordonnances sont les premières bases qui définiront la construction sociale de la société guyanaise et des bals parés masqués. Jusqu'en 1848, les bals furent marqués par un système où contraintes et loisirs étaient sévèrement réglementés. De plus loin que l'on peut remonter, c'est l'ordonnance de 1823 qui légifère toutes les manifestations festives. Cependant, certains éléments qui se définissent par une approche anecdotique nous donnent un repère historique plus ou moins précis dans l'apparition des premiers bals travestis. Il est bon aussi de préciser que c'était un ensemble, certes, qui maintenait une organisation autour d'une construction sociale
par une séparation raciale de la société blanc, affranchi et esclave, mais c'était surtout dans l'optique de sauvegarder un climat serein. Cette ordonnance nous laisse donc supposer que la nécessité du temps festif était essentielle. Il nous faut aborder autrement cet élément en posant une réflexion sur le contexte géographique et politique. En effet, nul doute que l'esclavage a construit des dynamiques relationnelles particulières, dynamiques que l'on retrouve dans la plupart des sociétés qui ont basé leur économie sur le système esclavagiste, mais c'est son contexte administratif et politique qui définira sa particularité à travers des aspects juridiques, en donnant un caractère légal à l'aspect festif dans la colonie. Elle était donc étroitement liée à la notion de maintien de l'ordre, tout en favorisant l'émergence d'une nouvelle dynamique sociale. La notion festive va peu à peu s'étendre au-delà de la sphère des maîtres de l'habitation, pour introduire le contingent esclave dans la notion de divertissement. Cette démarche vient paradoxalement rentrer en conflit avec le Code noir, car si en règle générale l'esclave était considéré comme un objet, un meuble ou un bien, avec cette ordonnance, il rentre dans une catégorie particulière. Deux éléments peuvent être un début de réponse. La première se situe vraisemblablement dans la démographie de l'époque. Les colons périssaient rapidement, les esclaves se retrouvaient donc plus nombreux et donc susceptibles de rébellion. Le deuxième élément, le manque d'effectifs militaires sur un immense territoire. C'est donc avec l'ordonnance de 1823 que nous avons une approche plus structurée de la notion de divertissement. Toutefois, il est bon de mentionner quelques données qui ont pu avoir une influence sur la colonie de l'époque. La première république qui appliquera la première abolition et l'annexion de la Guyane au Brésil par João Ier en représailles et qui durera près de 10 ans, ce qui peut amener des éléments modificateurs dans la gestion des esclaves. Il est assez difficile de trouver des éléments qui pourraient nous donner un aperçu quant à une influence certaine dans le schéma social de cette période, mais il est à noter une forte proportion de gens de couleur libre à la fin de cette annexion. De là à supposer qu'un impact peut y avoir lieu, il n'y a qu'un pas. Nous observons donc dans cette ordonnance de 1823, article 1, les gens de couleur libre peuvent danser entre eux sans autorisation préalable. Article 2, tout maître, tout blanc et libre peuvent faire danser chez eux leurs esclaves, mais seulement le dimanche et fête, après avoir obtenu la permission du commissaire commandant de la ville, lequel est autorisé à envoyer un ou plusieurs gendarmes pour empêcher tous les blancs ou libres de se mêler aux esclaves. Article 3. Tout blanc ou libre qui se serait trouvé dans un bal de noirs esclaves prenant part à leur amusement ou les troublant seront punis de 3 jours de prison. Article 5, quant à lui, fait référence au lieu où se dérouleraient les bals, maisons ou emplacements, lieux publics réservés aux colons et où les esclaves ne pouvaient être admis. L'ordonnance du 27 septembre 1826, ordonnance coloniale du 27 septembre, feuille de la Guyane, vise quant à elle principalement les gens de couleur. Dans celle-ci, une précision a été mentionnée. Seuls les gens de couleur, donc libres, et les esclaves, seront assujettis à en demander la permission au commissaire commandant de la ville quand ces danses auront lieu au tambour ou au tambourin et non au violon. Avec l'arrêté du 26 novembre 1830, dans son premier article, vise une fois de plus les gens de couleur libres, seuls à utiliser avec les esclaves le tambour. Les danses au tambour et au tambourin dans la ville de Cayenne et la banlieue ne pourront se prolonger au-delà de 10 heures du soir sans autorisation spéciale du commissaire commandant de la ville. Dans cette approche, 2 choses sont à retenir, les instruments utilisés et les espaces dans lesquels ils étaient utilisés. En effet, cela permettait de limiter les temps festifs accordés aux gens de couleur libre et aux esclaves, mais surtout, maintenait une séparation sociale évidente entre les maîtres et les habitations et les gens de couleur libre. Dans l'arrêté du 31 août de 1837, il est mentionné que suite aux troubles pour le repos public qu'occasionnent ces manifestations accompagnées de chants, l'article 1 du précédent arrêté est modifié comme suit. Elles ne pourront avoir lieu que sur l'autorisation écrite de monsieur le maire ou le commissaire commandant du quartier. À partir de 1848, la société guyanaise subit une mutation. Les esclaves devenus citoyens libres désertent les plantations, donc les habitations.
comme le précise M. Mamlangfouk, une population massive se retrouve à l'intérieur du territoire, attirée par la découverte de différents sites d'or en 1954 et la disparition progressive des colons de la société guyanaise. Cette nouvelle situation a favorisé l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie de couleur. Le profil alors de la société guyanaise se modifie. La culture devient le mode de référence et se calque sur le mode européen, particulièrement française. On voit lentement se profiler une scission. D'abord par une interdiction sous forme d'arrêté, celle du 28 janvier 1876, où l'on reléguait à l'extérieur de la ville toute manifestation qui utilisait le membranophone, le tambour, ainsi que l'orgue de Barbarie, qui était largement utilisé lors de ces manifestations et remplaçait le tambour. On constate donc que c'est près de 30 ans après, le tambour, le tambourin, l'orgue de Barbarie ne sont toujours pas considérés comme des instruments de musique honorifiques par les représentants de la culture officielle dans la colonie, ce qui justifiera les textes officiels qui les mettront aux portes de la ville, voire les interdiront. S'opère alors la séparation entre ce que l'on qualifiera de danse traditionnelle, essentiellement pratiquée par la classe populaire, où le tambour trouve sa place d'honneur, et les bals travestis, récupérés par la classe bourgeoise naissante et de plus en plus masqués, que l'on retrouve dans les salons de bourgeois. C'est avec l'arrêté du 15 juillet 1887 que l'on observe une certaine tolérance dans l'utilisation du membranophone dans un secteur précis de la ville. Il autorise, donc dans l'arrêté, les danses au son du tambour et tout autre instrument susceptible de troubler le repos public dans les banlieues. Elles pourront avoir lieu en tout lieu, en tout temps et sans limitation d'heure. Parallèlement, on peut situer le carnaval des rues, quant à lui, à travers des écrits de certains documents, tels que la Feuille de Guyane, où il relate un naufrage, un drame, où toute une famille a perdu la vie dans une noyade. Ce qui est important dans cette description, c'est la mention qui est faite. Ces personnages descendaient à Cayenne pour assister aux festivités du dernier jour de carnaval. Feuille de Guyane, numéro 7, février 1845. Nous avons aussi un avis retrouvé dans le bulletin officiel qui informe comme suite « La Société industrielle du Iceberg a l'honneur d'informer le public qu'à l'occasion du carnaval, qu'elle pourra délivrer les bals, soirées et réunions, des caisses, des sorbets, etc. 15 mars 1877. Puis en 1891, dans le journal La Vigile, dans lequel il mentionnait « Cette année, le carnaval m'a paru moins animé que les années précédentes. » Ainsi donc, nous observons que le carnaval de rue se produisait durant la même période que les bals Paris masqués, subissait les mêmes influences et se distinguait par une approche populaire. En février 1896 apparut un article de journal de la Guyane sous le titre « Hôtel de la Renaissance », dans lequel on pouvait lire « Nous avons eu l'agréable surprise samedi dernier de voir organisé par un groupe de jeunes gens un bal travesti des plus attrayants à l'Hôtel de la Renaissance que dirige M. Symphorien. Une salle spacieuse, décorée avec goût, de charmantes titanes et comme cavaliers des gens très bien. Ce bal privé aura beaucoup de succès pendant cette fin de carnaval. Nous observons ici que le bal quitte l'espace salon pour entrer dans un lieu public et parallèlement que les bals travestis se font de concert avec le carnaval des rues. Nous avançons tranquillement vers un carnaval de jour et un carnaval de nuit. En 1898 puis en 1899, le journal Le Combat mentionne avec beaucoup d'emphase le bal travesti pour la première date et le carnaval des rues très dynamique à l'image même de la classe populaire. Mais la rencontre du bal travesti bourgeois et du bal populaire convoué, et dans ces bals populaires convoués, c'est le terme donné pour les danses et chants traditionnels, donnera naissance qu'au début du XXe siècle au bal Paris masqué. La classe bourgeoise va peu à peu délaisser son espace, s'approprier des déroulements exercés dans les salles convouées, se donner des règles et rentrer ainsi dans une nouvelle symbolique, celle de l'anonymat, qui permet d'oser. Les lieux se spécifient, ils deviennent des dancing qui imposeront des règles de comportement et façonneront l'image du Touloulou qui peu à peu rentre en scène. Cet aspect confirme que nous passons graduellement à une situation privée, définissant un clivage social, à un début de popularisation des danses carnavalesques. Mais il faut aller plus loin pour que l'on rentre dans une démarche particulière, à savoir comment les danses carnavalesques sont passées du cadre
intimiste d'un salon à un cadre populaire? À quel moment de l'évolution de la société guyanaise le touloulou s'est imposé et devient l'emblème du carnaval de Guyane? 3 facteurs nous apparaissent importants. L'évolution des bals de bourgeois, le bal sort des salons. Le retour du tambour dans la ville participera à la création des salles convouées. Le déguisement qui peu à peu se transforme pour devenir un objet magique, ayant ses propres règles et qui tire sa force de son aspect éphémère. L'architecture des dancing participe elle aussi à la légitimité du bal Paris masqué, avec des espaces précis permettant de placer les différentes catégories de gens qui y venaient, sans oublier les règlements imposés par les danseurs qui viendront compléter et conforter la notion d'anonymat, mot essentiel dans l'ensemble de l'action. Ainsi donc, dans les codes sont imposés les rituels, Ainsi donc, les codes sont imposés, les rituels s'installent, autant dans les rues que dans les dancing. L'espace va se modifier, comme nous l'avons précisé plus haut. La rencontre du bal travesti bourgeois et du bal populaire convié donnera naissance au début du XXe siècle au bal Paris masqué, manifestation devenue traditionnelle en Guyane et qui résulte d'une convergence de classes et de cultures. Le lieu aussi participe à son mythe et va permettre de pérenniser en donnant naissance à un mode de festivité particulier. L'espace du bal en quittant le salon va se structurer et s'aménager pour faciliter la séance. En se popularisant, elle se donne une nouvelle organisation. Le lieu n'est plus salon, mais désormais appelé dancing, qui progressivement va imposer des rituels qui gouverneront l'ensemble des conduites au sein de cet espace. L'architecture même du lieu participe à cette construction, donc nous observons une transformation dans les comportements qui se justifient par le déplacement du lieu de danse, une mise en scène dans un espace scénique qui se particularise autant dans le lieu qu'à l'extérieur de ce lieu, un règlement qui donne un caractère plus structuré de l'espace de danse, l'émergence d'éléments extérieurs qui constituera le ciment liant le lieu, l'espace et le rituel, l'apparition d'une gastronomie spécifique, d'un espace particulier, une construction à la fois physique et sociale s'opère. En se déplaçant, le bal Paris masqué a contribué à définir l'évolution du déguisement. On peut le situer sur 3 périodes. La première qui se situe aux alentours de 1790 où les coulants se divertissaient dans les bals travestis. La deuxième à partir de 1823 où un ensemble d'ordonnances vont régir l'espace amusement des bals travestis. La troisième où on observe qu'au début 1895 du XXe siècle, la rencontre du bal travesti bourgeois et du bal populaire convoué donnera naissance au bal Paris masqué. Nous avons vu apparaître avec la création des dancing 1890-1902 des règles communes aux 3 établissements de l'époque, à savoir le Petit Balcon, la Nouvelle Cité et le Casino-Théâtre. Ceci se traduisait par une appropriation de ce temps festif en lui donnant un caractère cérémonial avec des procédures s'avoisinant à celles religieuses. Il est intéressant de mettre en avant cette démarche car elle a contribué à donner un caractère solennel. Il est bon d'ajouter que ce règlement témoigne du sérieux des établissements en précisant que l'ordre devait régner tant sur le plan matériel que moral. Chaque catégorie de participants, car dès le début se sont profilés des genres, avait une place qui leur était réservée. Les danseurs d'un côté et les spectateurs de l'autre. On présuppose toujours que le passage du salon au dancing du bal Paris masqué devait nécessairement s'effectuer dans un esprit de distinction. En effet, il fallait innover par rapport au bal convoué qui désormais se retrouvait dans la ville et du salon pour s'adapter à un nouveau contexte social qui permettait aux différents groupes sociaux de s'y retrouver sans pour cela remettre en doute la légitimité de la classe bourgeoise. Ainsi donc, les dérives éventuelles qui ne pouvaient pas manquer durant ces moments ont plus ou moins été muselées par un fort désir de légitimer ces dancing. On peut avancer que c'est grâce à certains journaux de l'époque, tels que le Bulletin de 1909, Bulletin du Parti radical et radical-socialiste, qui mentionnait « Quant aux danses qui ont lieu dans les salles publiques, nous ne nous arrêterons pas à décrire le genre définitivement adopté et malheureusement trop apprécié. On sait qu'elles prennent leurs origines dans une dislocation des membres pour aboutir à une dislocation des mœurs. Sodome par le feu, Saint-Pierre par la lave, Cayenne par le casse-éco. » Que la nécessité d'établir un ordre dans ce type d'établissement a pris naissance. On voit donc apparaître des stratifications populaires au sein de l'établissement et exigées par celui-ci. Les plus significatives sont les suivantes, car elles vont déterminer au fil du temps les codes apposés dans un schéma social spécifique.
Dans un premier temps, dans la répartition en 3 catégories du public, les touloulous féminins et les touloulous masculins, les cavaliers non déguisés et les spectateurs. Pour chaque catégorie, un montant était défini. 2 francs pour les touloulous féminins, 3 francs pour les touloulous masculins et les cavaliers non déguisés, et 1,50 franc pour les spectateurs. Dans cette même lignée, le touloulou du sexe masculin dansait avec le touloulou du sexe féminin. Par dérision, on pouvait voir un touloulou homme inviter un cavalier, mais il était exclu qu'un cavalier non déguisé d'inviter à danser autant que pour une femme non déguisée de danser. Par ailleurs, les touloulous femmes pouvaient inviter les hommes non déguisés, mais devaient modifier leur voix pour ne pas être reconnus. Ainsi, nous voyons apparaître 2 grandes lignes de conduite qui peu à peu vont se transformer en code. Le public non déguisé réparti selon un principe clairement défini et les touloulous masculins et féminins qui donnent la cadence. Les dancings se codifient. Les rituels ainsi s'installent d'abord au sein du touloulou lui-même, puis au niveau des cavaliers et ensuite des orchestres et par voie de conséquence les danses aussi. Ces transformations s'effectuent tranquillement à partir de 1890 et vont s'installer jusqu'en 1945 où l'on va observer une modification dans certains rituels. D'autres établissements verront le jour, comme nous l'avons précisé plus haut. Le Casino-Théâtre créé avant 1902, situé boulevard Jublin, pour devenir en 1902 le Trocadéro. La Nouvelle Cité ou le Château en janvier 1909, situé à l'angle de Christophe Colomb et Rouget de Lille. Une description nous en est faite par le journal L'Œil dans la rubrique. En 1912, apparition du dancing Tibalcan, rue du 14 juillet. Chez Nana, plus récent, année 1960, et Paulina qui apparaît en 1990. D'autres établissements apparaîtront, mais ne resteront pas longtemps, tels que le Mogador, le Matador à Kourou, le Manokoko à Kourou, le Matador à Kourou, le Manokoko à Saint-Laurent, et plus récemment, le Quindal à Matoury. Merci. Merci beaucoup. On va poursuivre en passant la parole à M. Thierry Nicolas, maître de conférence en géographie, qui lui va nous projeter le débat sur 2 entités, le temps et l'espace. On essaiera donc de comprendre un peu comment ces 2 éléments donc, agissent et donnent du sens à ce milieu, ce cercle du Touloulou. À vous la parole, monsieur. Merci, monsieur le président. Alors, il y a un petit changement au niveau donc, du titre. Vous voyez apparaître Dunkerque, à côté, effectivement, du carnaval de l'île de Cayenne. Alors, l'idée d'associer Dunkerque et Cayenne dans la même communication vient du fait que mes 2 précédentes affectations universitaires se trouvaient être précisément donc l'ULCO, l'Université du Littoral Côte d'Opale, et donc le site de Dunkerque, et plus récemment donc l'Université de Guyane, où effectivement j'exerce comme maître de conférence. Alors, cette heureuse coïncidence finalement m'a poussé à porter une réflexion sur les seuls carnavals longs de France qui fonctionnent sur un mode binaire avec des défilés de rue la journée et la nuit venue, des bals où se retrouvent plusieurs milliers de personnes. Donc, véritablement, l'idée est de porter une réflexion d'essence comparatiste, Madame Biral en a parlé tout à l'heure, sur ces carnavals, et singulièrement sur les bals qui ont contribué à asseoir la renommée du carnaval de Dunkerque et du carnaval de Cayenne. Alors, l'idée de comparer effectivement des carnavals, notamment un carnaval de l'Ancien et un carnaval du Nouveau Monde, ouvre de nouvelles perspectives de recherche concernant les évolutions récentes des carnavals. Puisqu'une telle démarche qui finalement dépasse une simple juxtaposition de monographie, permet de mettre en évidence des tendances communes, de mettre en évidence des convergences, mais aussi de souligner des dissemblances. Donc c'est véritablement l'objectif de cette communication. Et en tant que géographe, je vais m'intéresser principalement à la temporalité et à la spécialité. L'idée ici, c'est de répondre aux questions quand et où. Donc pour ce faire, je vais dans un premier temps m'intéresser à l'intervalle temporel de ces carnavals. Puis dans un second temps, je vais m'intéresser aux dynamiques spatiales de ces carnavals. Et enfin,
je terminerai sur les frontières qui peuvent exister entre les carnavals diurnes et les carnavals nocturnes. Alors je vais d'abord m'intéresser, donc je vous disais, à la temporalité, répondre à la question quand. Alors pour répondre à cette question, il faut faire un peu d'histoire et revenir à l'origine de ces carnavals. Et remarquer que finalement ces carnavals, eh bien, sont nés quasiment avec le christianisme. Et plus particulièrement, comme l'indique Brice Gruet dans un article, dans le catholicisme qui, eh bien, a récupéré le carnaval dans la perspective du carême et de Pâques. Donc les deux moments forts, eh bien, de la vie cayennaise et dunkerquoise s'inscrivent, eh bien, dans cette catégorie de carnaval née, eh bien, d'une fête catholique qui, originellement, dure entre 3 et 5 jours, juste avant, eh bien, les 40 jours de carême qui précèdent Pâques. Et lorsqu'on regarde le programme, effectivement, du carnaval de Dunkerque en 1946, on s'aperçoit que, eh bien, le point d'orgue, finalement, reste ces 3 jours qu'on appelle, eh bien, sur place, les 3 joyeuses. Et donc, le mercredi des cendres, de manière classique, eh bien, signifiait la fin des festivités. Avec, eh bien, à Dunkerque, une fin des festivités qui s'opérait à 9h du matin. Et pour, eh bien, Cayenne, c'est la fin de journée. Donc, 7h du soir, il y avait une dérogation, effectivement, pour Cayenne. Puis, progressivement, ces carnavals se sont mués en carnaval long. Durant 5 à 8 semaines de festivités, entre, eh bien, l'épiphanie et ce fameux mercredi des cendres. Et durant la période suivante, la période de carême, on pouvait donc, le jeudi de la mi-carême, rompre, eh bien, cette période d'abstinence et de jeûne par l'organisation de bals à nouveau. Alors cette structuration globale des carnavals, finalement, n'a pas trop changé à Cayenne. Lorsqu'on regarde le carnaval de Cayenne, on s'aperçoit que l'organisation reste la même. En revanche, à Dunkerque, on observe un certain nombre d'évolutions notables depuis quelques années. À Dunkerque, la durée du carnaval déborde progressivement du cadre temporel classique, en raison effectivement de l'accroissement du nombre de bals. Désormais, à Dunkerque, le carnaval s'étend entre le Nouvel An et l'Épiphanie pour le début, et s'achève, eh bien, quasiment aux vacances pascales. Vous avez la date ici, pour 2017. Il s'agit du samedi 22 avril. Donc on est déjà effectivement, eh bien, au moment de Pâques. Donc avec un bal, appelé bal du prestige, à Omingham. Donc on le voit effectivement, eh bien, à Dunkerque, le carnaval dure quasiment 4 mois, et finalement le carême a disparu, notamment le jeudi de la mi-carême qui marquait cette période de rupture. Donc il semble bien que dans le cadre de Dunkerque, on ait assisté à un processus, alors les anglophones parleraient de sécularisation, en français on utilise davantage le mot de laïcisation, qui se serait opéré effectivement dans le cadre de ces carnavals, qui lui donne véritablement un caractère plus laïque, en quelque sorte, que celui de Cayenne, où une telle évolution apparaît inconcevable. Alors cette orientation prise par le carnaval de Dunkerque est d'autant plus aisée que le carnaval de Dunkerque, dans sa forme actuelle, s'inspire d'une fête profane, s'inspire de ce qu'on appelait la feuille, qui était une fête accordée aux marins par les armateurs avant leur départ pour la pêche à la morue en Islande. Donc la feuille donnait lieu, eh bien, un cortège carnavalesque durant les jours gras, durant les 3 joyeuses, on a vu. Une fête qui était caractérisée par l'existence d'une bande, d'un gros groupe en fait, groupe de pêcheurs, qu'on appelait sur place Vissersband. Et progressivement, au fil du XXe siècle, cette Vissersband s'est densifiée au point de devenir le principal cortège, eh bien, du carnaval de Dunkerque. Donc, la place prise finalement par cet héritage de la pêche à la morue à Dunkerque a facilité cette évolution, eh bien, vers un carnaval moins marqué par le fait religieux. Donc le carnaval de Dunkerque apparaît très largement comme un phénomène hybride
Il tient à la fois des carnavals classiques, façonnés par le calendrier religieux, et il tient aussi des nouveaux carnavals. Ces carnavals qui s'affranchissent finalement de ces contraintes de date et commémorent des moments forts de la vie économique. Et en ce sens, il rappelle les nouveaux carnavals que l'on peut observer dans la Caraïbe, notamment ceux de Sainte-Lucie ou ceux de la Barbade, notamment celui de la Barbade qui s'appelle le Crop Over, qu'on appelle de manière quelque peu impropre un carnaval, mais qui en fait tout simplement une festivité qui commémore la fin des récoltes. Donc véritablement le carnaval de Dunkerque, depuis quelques années, a migré vers cette forme de carnaval qui effectivement marque un moment fort de la vie économique. La deuxième grande question que je me suis posée, c'est la question du où, finalement. Alors, pour répondre à cette question, on remarque que la consolidation, l'affirmation du carnaval de Dunkerque comme l'un des carnavals les plus longs au monde engendre une dilatation spatiale des activités carnavalesques. Et les bals en sont le témoin majeur. Les bals, en fait, à Dunkerque, ne se limitent plus à la fameuse salle, le Kursaal, qui est le temple, finalement, des bals carnavalesques, depuis les années 80, en raison notamment de sa jauge, qui peut accueillir effectivement 10 000 personnes. D'autres salles ont vu le jour et accueillent le temps de week-end de nouveaux bals. Alors, on observe notamment que dans toutes les communes qui entourent Dunkerque, des bals apparaissent, notamment dans des salles, notamment la plus connue, c'est la salle d'Anniboun à Brédune, près de la frontière belge. Vous avez ici le trait qui matérialise la frontière avec la Belgique, ou d'autres salles comme la Poudrière à Lefrancouc ou l'Arsenal à Gravelines. Alors cette situation a été à l'origine de nombreuses controverses, notamment sous la mandature de Claude Prouvoyeur, qui était l'ancien maire de Dunkerque. Et ces controverses ont abouti au regroupement des associations carnavalesques et à leur hiérarchisation en fonction du lieu, finalement, où se tenait le bal. Ainsi, au sommet de la pyramide, on retrouve les 10 associations qui organisent des soirées au Kursaal, qui sont réunies depuis 1991 dans la prestigieuse ABCD, l'association des bals du carnaval dunkerquois. Et donc cette association constitue en quelque sorte l'aristocratie du carnaval, dont les membres se retrouvent à la tête des cortèges carnavalesques. Les principales associations extramuros, en dehors de Dunkerque, qui n'appartiennent pas à cette confrérie, forment un ensemble dénommé les 28, qui, comme son nom l'indique, regroupe 28 associations localisées pour la plupart dans la périphérie méridionale et orientale de Dunkerque, donc dans des villes comme Berg, comme Romart, comme Lefrancouc ou Tetegem. Enfin, un troisième conglomérat d'associations rassemble les groupements de la périphérie occidentale de l'agglomération, autour notamment de Grand-Fort-Philippe et de Gravelines. Alors à Cayenne, la dynamique est profondément différente. Les bals Paris Masqué se déroulent depuis plus d'une vingtaine d'années dans 2 hauts lieux. On en a parlé tout à l'heure, chez Nana, à Cayenne, et à Paulina, à Matoury. Alors cette relative stabilité du nombre de dancing contraste avec la forte croissance démographique qu'a connue l'île de Cayenne depuis les années 1990. On n'a pas assisté finalement, contrairement à Dunkerque, à une augmentation du nombre de salles, du nombre d'universités, comme on les appelle. Et on remarque même, dans certaines mesures, que le nombre de salles a tendance à régresser ou à être fluctuant. On en a parlé tout à l'heure, de nombreuses salles ont disparu, le Mano Coco ou le Maroni Palace à Saint-Laurent, le Matador à Kourou,
le Fontainebleau à Sinnamary, etc. La liste est longue des salles qui ont disparu. Et Saint-Laurent apparaît véritablement comme le symbole de cette disparition, hein, et de l'incertitude qui tourne autour des salles. Puisque depuis 2005, hein, eh bien, les lieux de salles ont varié énormément. Et parfois, notamment les 2 dernières années, en 2017 et 2018, eh bien, c'est de manière in extremis, hein, que les organisateurs ont trouvé des salles pour organiser donc, ces soirées. Donc on voit effectivement qu'à Dunkerque, eh bien, on assiste à une régression du nombre... Pardon, à Saint-Laurent, on assiste véritablement à une régression du phénomène. Alors si en Guyane même, on va dire le nombre de salles a tendance à stagner, on remarque qu'ailleurs, en dehors des frontières guyanaises, au contraire, eh bien, les bals Paris masqués tendent à se développer. Alors, le traditionnel, on a le traditionnel pour ceux qui connaissent bien les ambiances guyanaises, les soirées organisées par l'orchestre d'Okono, hein, qui rassemble aussi dans plusieurs salles, hein, eh bien, les fervents adeptes du bal Paris masqué. En Martinique également, on retrouve le bal Paris masqué, hein, notamment dans des salles bien connues. On peut citer par exemple eh bien, la Fazenda à Rivière-Pilote ou encore le domaine de Rivière-Blanche à Saint-Joseph. Et même à l'île de la Réunion, hein, on observe un certain nombre de soirées, là en lien aussi toujours avec la diaspora guyanaise, voire même antillaise, hein, qui porte véritablement ce carnaval et surtout les bals. Donc ce qu'on peut dire, c'est que de manière paradoxale, si les bals Paris masqués prennent de l'ampleur, c'est davantage hors du département, hors de la Guyane, qu'à l'intérieur même du territoire, notamment grâce à l'action des Guyanais expatriés. Alors, je voudrais maintenant terminer sur notamment les relations entre eh bien, le carnaval de rue et les bals. Alors, si on s'intéresse effectivement à la relation entre les défilés de rue et les bals, il s'avère qu'à Dunkerque, les bals apparaissent comme un prolongement des défilés de rue, et en particulier de la fameuse bande des pêcheurs que l'on a vue précédemment. Effectivement, la caractéristique principale du carnaval de Dunkerque, alors pour ceux qui ne connaissent pas comment cela se déroule, je vais rappeler rapidement les éléments principaux. Donc, le carnaval de Dunkerque prend la forme d'un groupe unique, avec à sa tête un tambour majeur, vêtu d'un uniforme de grenadier du Premier Empire, et qui tient dans sa main une canne à pommeau. Et à ses côtés, vous avez donc la cantinière, qui est notamment chargée de ravitailler les musiciens. Derrière cette cantinière et ce tambour majeur, on trouve, vêtus d'un ciré jaune, les musiciens, que l'on appelle la clique. Et derrière les musiciens, on retrouve la foule des carnavaleux, comme on les appelle. Alors ce cortège de masques, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui défilent, les carnavaleux, ponctue ces avancées de chahuts. Les chahuts, ce sont des mouvements où eh bien, les masques se mettent à tirer, à pousser dans tous les sens. Pour ceux qui connaissent le carnaval de Guyane, cela rappelle le phénomène des voltigeurs, qui effectivement peut s'assimiler à ce type de chahut. Et donc, cette bande avance jusqu'à la place Jean-Bart, en faisant des chahuts, et termine le cortège par un rigodon, donc tourne autour de la place Jean-Bart, toujours suivant le même système, alternant marche et chahut. Et dans les bals donc, de Dunkerque, eh bien, on retrouve le même phénomène. On retrouve donc les chahuts et les rigodons. Donc on peut considérer que les bals de Dunkerque apparaissent comme un prolongement finalement de ce que l'on retrouve dans la rue la journée. Tandis qu'à Cayenne finalement,
on ne peut pas véritablement considérer que les bals de Cayenne apparaissent comme des prolongements du carnaval diurne, des défilés de rue. Effectivement, le Touloulou n'est plus le personnage central du défilé de rue à Cayenne. C'est au contraire un personnage marginal. Donc on a assisté véritablement à Cayenne à une autonomisation des bals par rapport au défilé de rue, où les orchestres jouent des rythmes différents, hein, où on assiste à des règles particulières dans ces bals qui changent du carnaval de rue, et on assiste aussi à des costumes qui sont propres au carnaval nocturne. Mais cette frontière à Cayenne entre le carnaval diurne et le carnaval nocturne reste malgré tout perméable. Il arrive par exemple qu'à l'aube, les carnavaliers qui ont participé au bal se retrouvent dans des cortèges, dans des vidées, c'est comme ça qu'on les appelle, derrière des orchestres. Et pour terminer, je crois que l'heure approche, je voudrais quand même nuancer le tableau. Si le tableau général que j'ai dressé donne l'impression que les carnavals de Dunkerque et de Cayenne sont complètement différents, hein, notamment ces bals dans leur structure, dans leur organisation, il faut peut-être relativiser en pensant qu'au début du XXe siècle, les bals de Cayenne et de Dunkerque se ressemblaient, hein, puisque vous aviez à l'époque à Dunkerque des bals Paris masqués, avec comme musique, par exemple, des mazurkas qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le carnaval cayennais. Et visiblement, le prix d'entrée est à peu près équivalent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Alors, nous avons évoqué déjà, à travers les propos entendus, des aspects qui concernent, je dirais, l'organisation, structure du carnaval, avec une population qui grandit, des dancines qui ont fermé. On a eu aussi, au niveau du Code noir, des textes qui ont été érigés édictés plutôt, pour structurer et entretenir le carnaval. Donc on va tout simplement se diriger avec l'intervention de M. Bondil Frédéric, maître de conférence en droit privé, Université de la Guyane, sur la dimension juridique et le carnaval. Donc je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier ma collègue, Madame le professeur Monique Blérald, et toute l'équipe d'organisation de ces journées pour l'amitié et la confiance qu'ils m'ont prodiguée en m'invitant à intervenir dans ce colloque. Et je tiens aussi à adresser mes remerciements à Madame le professeur Bricou pour son accueil au sein de cette belle université. Alors, j'ai choisi de vous parler donc des défis d'une protection juridique du patrimoine carnavalesque guyanais. Il y a un défi d'abord pour le juriste tout simplement de parler de carnaval, puisque le juriste peut être enclin de prime abord à garder plutôt une prudente réserve vis-à-vis du carnaval. Tout d'abord, il peut craindre finalement de prendre quelques coups en s'aventurant sur ce terrain, dans la mesure où le carnaval, et notamment le carnaval guyanais, n'a jamais hésité à parodier ou attaquer certaines institutions juridiques bien établies. Je pense notamment au lundi gras et à ces mariages burlesques qui constituent donc une satire assez sévère de l'institution du mariage. Et également, le juriste peut estimer tout simplement, et plus pacifiquement peut-être, qu'il faut laisser au carnaval toute sa liberté, et que le carnaval constitue avant tout un moment de respiration face au droit, dans la lignée de ce que la doctrine juridique du XXe siècle, et notamment le doyen Jean Carbonnier, a pu appeler des lieux ou des espaces de non-droit, des moments où le droit se retire pour laisser la place à d'autres systèmes de valeurs, il faudrait ici renoncer à être pan-juriste, à considérer que le droit doit se mêler de tout. Le juriste, avec une certaine humilité, devrait se retirer. Seulement, le juriste constate vite qu'il ne peut pas se retirer finalement,
et les interventions précédentes l'ont montré, que le carnaval, et notamment le carnaval guyanais, a toujours fait appel au droit. Madame Elsa Banis l'a bien montré en rappelant tous les règlements, plus ou moins intelligents, plus ou moins ridicules concernant l'organisation des événements carnavalesques. Et de façon plus récente, vous me direz, c'est du passé, pas tant que ça, puisqu'on constate qu'aujourd'hui encore, le carnaval est amené à faire appel au droit pour régler son bon déroulement, pour éviter des débordements. Mon collègue Thierry Nicolas parlait tout à l'heure des voltigeurs. Eh bien, au vu des dérives de certains voltigeurs, il y a eu encore un arrêté municipal du maire de Cayenne de 2017 qui a interdit donc l'intervention de ces voltigeurs, de ces semeurs de chahuts au sein du carnaval. Et puis l'arrêté Franconi de 1885, arrêté municipal concernant le déroulement du carnaval de Cayenne. Et à ma connaissance, toujours en vigueur, il est toujours placardé, affiché à chaque début de carnaval. Et de façon peut-être plus subtile aussi, on peut constater que quand le droit étatique se retire quelque peu, eh bien, le carnaval, finalement, sécrète son propre droit. On a parlé déjà dans les interventions précédentes de tout un ensemble de codes qui sont mis en place, qui vont régir notamment le déroulement des bals parés masqués. Alors Monique Blairal nous rappelait tout à l'heure aussi que ces codes sont aujourd'hui plus toujours respectés, mais enfin donc il y a aussi une sorte de droit coutumier du carnaval qui semble bien s'être dégagé. Et en tout cas, on constate que l'Observatoire régional du carnaval guyanais s'est bien inscrit dans une démarche juridique aussi, en demandant l'inscription du personnage du Touloulou au patrimoine, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il s'agit bien en effet de se fonder sur un texte éminemment juridique, la Convention de l'UNESCO du 17 octobre 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et donc de tirer les bénéfices de la force juridique de ce texte. Seulement, est-ce que le carnaval guyanais, est-ce que la protection du personnage du Touloulou peut tirer grand profit de cet appel au droit, finalement, ou pas? Eh bien, ce que je voudrais voir avec vous dans une première partie de mon intervention, c'est que cette protection juridique est tout de même aux prises avec un certain nombre de faiblesses du droit du patrimoine. Mais pour autant, dans ma deuxième partie, je réfléchirai avec vous sur les moyens de remédier à cette faiblesse. Alors des faiblesses, quelles sont-elles? Eh bien ces faiblesses, on va les trouver tout d'abord tout simplement dans le droit français et international du patrimoine culturel immatériel. Incontestablement, pris dans sa globalité, eh bien, le carnaval de Guyane et ses différentes manifestations rentrent bien dans le cadre de ce patrimoine culturel immatériel tel qu'il a été mis en avant par l'UNESCO, à travers spécialement la Convention du 17 octobre 2003. On est bien en effet en présence de la prise en compte d'une culture populaire traditionnelle très forte, et plus techniquement, la Convention de l'UNESCO de 2003 distingue des éléments constitutifs du patrimoine culturel immatériel et des manifestations du patrimoine culturel immatériel. Et ici encore, ces grilles de lecture de l'UNESCO s'appliquent parfaitement au carnaval de Guyane, au titre des éléments constitutifs du patrimoine culturel immatériel. Effectivement, on peut prendre en compte tout simplement ces pratiques et traditions populaires. Et en ce qui concerne les manifestations, on est bien dans la catégorie de ce que l'UNESCO a appelé dans la Convention de 2003 les pratiques sociales, comprenant un ensemble de règles de conduite et de rites, y compris
des événements festifs. On pourrait aussi envisager les arts du spectacle hein, qui sont aussi pris en compte comme des manifestations hein, de ce patrimoine culturel immatériel. Et de surcroît, Monique Blurald parlait tout à l'heure des évolutions plus ou moins souhaitables ou non, hein, selon qu'on est du côté des anciens ou des modernes, de ce carnaval guyanais. Toujours est-il que la définition du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ne se veut pas figée. Il s'agit bien de prendre en compte un patrimoine très, très évolutif, suivant les évolutions de la culture populaire traditionnelle. Et le premier président de l'Assemblée chargé du suivi de la Convention avait insisté d'ailleurs sur cette nécessité de prendre à la fois en compte bien la stabilité et le mouvement, hein, donc de bien prendre en compte tous ces aspects. Et il n'y a pas de problème aussi, s'il s'agit de prendre en compte, on peut prendre en compte aussi bien le carnaval de rue dont on parlait tout à l'heure, qu'un carnaval plus institutionnalisé. Tout ceci rentre bien, donc parfaitement, dans la définition du patrimoine culturel immatériel tel qu'elle ressort de la Convention de l'UNESCO. Vous me direz, jusqu'ici, tout va bien. Oui, mais tout va un peu moins bien quand on s'intéresse ensuite aux conséquences concrètes de cette qualification juridique, de cette application donc de la Convention de l'UNESCO sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au carnaval guyanais. En effet, quelles vont être les conséquences ? Eh bien, l'UNESCO, dans sa convention de 2003, pour l'essentiel, a confié aux États le soin de mettre en place une protection suffisamment complète, suffisamment effective et suffisamment efficace de tous les éléments du patrimoine culturel immatériel. Simplement, dans le cadre français, eh bien, on reste un peu sur sa faim quand on recherche les mesures concrètes de protection du patrimoine culturel immatériel qui ont pu être adoptées, notamment depuis 2003. Eh bien, ce qui est très surprenant, notamment, ce qui m'avait beaucoup surpris quand j'ai été amené notamment à faire un cours de droit du patrimoine, c'est quand j'ai pris le Code français du patrimoine de 2004, eh bien, jusqu'en 2016, on n'y trouvait pas une ligne sur le patrimoine culturel immatériel. Le Code français du patrimoine de 2004 a été conçu comme un code d'un patrimoine culturel matériel. Oui, alors il vous parle des archives, des monuments historiques, des vestiges archéologiques, des collections des musées, mais il ne dit rien, ou rien de direct en tout cas, sur le patrimoine culturel immatériel, et donc rien qui puisse beaucoup nous aider pour le patrimoine carnavalesque guyanais, conçu en tout cas comme patrimoine culturel immatériel. Alors, les choses ont un petit peu changé, se sont un petit peu améliorées avec la suite de la loi du 7 juillet 2016 relative à l'architecture, à la liberté de la création et au patrimoine, puisque cette loi a adopté une nouvelle rédaction de l'article 1er du Code français du patrimoine pour y insérer la référence aux éléments du patrimoine culturel immatériel tels qu'ils sont pris en compte dans la Convention de l'UNESCO. Oui, mais la suite du Code ne développe pas. Dans la suite du Code, il n'y a toujours pas d'article consacré directement au patrimoine culturel immatériel. Dans ces conditions, on pourrait penser à frapper plus fort ou plus haut, et en demandant, en s'appuyant directement finalement sur le droit international, sur la Convention de l'UNESCO elle-même, pour obtenir des mesures de protection satisfaisantes qu'on n'obtient pas dans le cadre français. Alors seulement, on se heurte d'abord à la relative discrétion des mesures prévues directement par cette Convention de l'UNESCO, et puis on se heurte aussi à de grandes difficultés pour imposer aux États, et notamment à la France, de respecter les obligations qui semblent bien résulter pour eux de cette convention de l'UNESCO. En effet, les juges ont généralement tendance à considérer que les conventions relatives aux questions de patrimoine culturel créent des obligations uniquement entre les États
et ne sont pas donc directement invocables par les simples citoyens. Autrement dit, hein, on voit mal à l'heure actuelle un simple citoyen français attaquer l'État français devant une juridiction pour lui demander de protéger plus efficacement des éléments du patrimoine culturel immatériel. Alors, il reste la possibilité, il reste quand même le travail, c'est vrai, effectué par les organes de suivi de la Convention de l'UNESCO de 2003, et notamment le classement, effectivement, sur les listes représentatives qui peut être décidé par le comité intergouvernemental de l'UNESCO. Et c'est cette démarche donc dans laquelle s'est engagé le comité, l'Observatoire du carnaval guyanais. Seulement, on sait que Monique Blérand l'a rappelé, que cette démarche reste semée d'embûches. Et puis, il y a une autre source de faiblesse quand même qui vient du droit français du patrimoine, c'est que le droit français du patrimoine reste un droit finalement très sectorisé. Or, ça peut être, il distingue bien finalement le patrimoine culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel. Il met à part le patrimoine naturel, et il met à part encore le patrimoine classique du droit civil, au sens de la théorie du patrimoine du droit civil, considérant le patrimoine comme la fortune d'une personne, ou plus exactement l'ensemble des biens et des dettes de la personne. Alors, on constate que dans le cadre du carnaval guyanais, eh bien, ces différents aspects, ce qu'on a pu appeler ces multiples existences ou ces multiples essences du patrimoine juridique, se trouvent finalement assez mélangés. Oui, il y a une dominante de patrimoine culturel immatériel, mais on pouvait rappeler tout à l'heure qu'il y a des questions financières, des questions de développement économique qui sont en cause aussi dans le patrimoine carnavalesque guyanais. Même les questions de patrimoine naturel ne sont pas tout à fait exclues, avec parfois la reproduction d'images d'animaux, hein, des références à la foisonnante nature guyanaise hein, dans ce patrimoine, dans ce carnaval guyanais. Et finalement, on pourrait souhaiter, si vous voulez, qu'il y ait des règles communes ou au moins convergentes permettant de protéger ces différents aspects du patrimoine carnavalesque guyanais. Et en l'état du droit français, on peine à trouver, si vous voulez, ces règles unificatrices, hein, ces règles permettant une protection vraiment coordonnée du patrimoine carnavalesque de Guyane. Alors, pour autant, et j'en viens donc à ma deuxième partie qui sera traitée en 5 minutes, c'est promis, Monsieur le Président. J'en viens donc à ma deuxième partie où je voudrais quand même faire part de quelques lueurs d'espoir pour une meilleure protection juridique du patrimoine carnavalesque guyanais. Eh bien, tout d'abord, on assiste quand même dans la période la plus récente à une certaine unification ou à certaines ébauches d'unification quand même de la protection du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou qu'il soit immatériel. Notamment, là, je reviens justement sur la convention de l'UNESCO de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ce qui est intéressant, c'est que cette convention, centrée à l'évidence sur le patrimoine culturel immatériel, comme son nom l'indique, n'a pas adopté une conception trop restrictive du patrimoine immatériel. Elle n'a pas séparé strictement le matériel de l'immatériel, puisqu'au titre de la protection du patrimoine culturel immatériel, elle envisage aussi la protection d'objets, de lieux, qui ont finalement un lien avec le patrimoine culturel immatériel parce que la mémoire collective leur attribue une signification immatérielle. Et puis, dans le cadre même du droit français, j'ai trouvé aussi quelques lueurs d'espoir dans la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, puisque au moins dans ces dispositions relatives à l'archéologie, eh bien, la loi de 2016 prévoit une protection des vestiges, mais aussi
des éléments immatériels qui peuvent leur être associés. Alors évidemment, ça ne concerne que le cas particulier de l'archéologie, mais enfin, on peut espérer, si vous voulez, que dans ce mouvement, qui est un mouvement quand même un peu plus général, vers une protection, non pas peut-être fusionnée, mais davantage coordonnée de la protection du patrimoine culturel immatériel et matériel. Alors au-delà, est-ce qu'on peut espérer vraiment une articulation plus générale de la protection des différentes catégories de patrimoine telles qu'on peut les trouver dans le patrimoine du carnaval guyanais? Eh bien, c'est vrai que le droit français, en tout cas, pour l'instant, ne fournit pas d'indications très précises en ce domaine. Et on peut se dire que ce serait peut-être finalement imprudent d'aller trop loin dans cette direction, qu'il peut être dangereux notamment de vouloir trop articuler les questions de protection d'un patrimoine financier et d'un patrimoine culturel, qui a peut-être un risque finalement d'asservissement de la culture à la finance. Mais j'aimerais quand même, moi, remettre davantage aux forces créatrices du carnaval pour les inviter à accompagner le droit vers une plus grande coordination dans sa conception du patrimoine. Et je vous remercie de votre attention. Nous allons clore notre première partie de cette rencontre avec un aspect qui s'ouvre sur, je dirais, la valorisation du carnaval. Nous allons en effet passer la parole à M. Alain Moderne, qui est responsable de projet à Tout France Agence, et qui va donc nous parler d'une maison du carnaval qui est nourrie depuis un moment et qui, bien sûr, avance avec des pas sûrs. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci à Mme Bricou pour son accueil. Merci à Monique Blérald de nous avoir invités à Tout France à cette belle manifestation. Alors, à Tout France, c'est l'opérateur unique du tourisme, l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme. Et la Maison du Carnaval, et je vais tenter, dans ces quelques mots, de vous montrer que c'est un projet nécessaire pour la Guyane. Voilà. Donc, Atout France a réalisé en 2011 une étude de faisabilité de la Maison du Carnaval à la demande d'une communauté de communes. Et l'étude comportait donc les points suivants. Un benchmarking de la valorisation des carnavals et musées du carnaval dans le monde. Une étude du contexte touristique avec une enquête réalisée auprès des touristes et des résidents pour connaître leur degré d'intérêt pour ce projet. L'étude d'un projet de contenu de la Maison du Carnaval tenant compte de toutes les facettes et enjeux du carnaval de Guyane. Une étude de marché pour quantifier et qualifier la fréquentation potentielle. Un dimensionnement des investissements nécessaires. Une étude du modèle économique et des modes de gestion envisageables. L'évaluation des impacts économiques en Guyane et bien sûr les conclusions sur les conditions de faisabilité de cette Maison du Carnaval. Alors, les enjeux du projet. La Direction régionale des affaires culturelles de Guyane recommande la création d'un musée de France placé sous le contrôle d'un comité scientifique et la responsabilité d'un conservateur du patrimoine pour valoriser la tradition séculaire du carnaval de Guyane. La Guyane ne dispose pas aujourd'hui d'un site de référence pour la transmission des savoirs du carnaval, notamment auprès des plus jeunes. Un site de valorisation et de transmission est l'un des critères d'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, dont parlait Monique Blérald précédemment. Alors, quels étaient aussi les enjeux touristiques et économiques? Lutter contre une certaine frustration des touristes qui visitent la Guyane hors saison carnavalesque et qui entendent parler de son carnaval lors de leur séjour, souvent en termes passionnés, mais qui ne disposent pas d'un lieu pédagogique et culturel apte à satisfaire leur curiosité. Inciter les touristes à revenir en période de carnaval pour vivre cette expérience après l'avoir découverte dans la Maison du Carnaval, et ceci dans un but de développement et de fidélisation des clientèles.
Ensuite, améliorer le réseau global des musées en Guyane afin de densifier la thématique culturelle dans l'offre touristique de la Guyane. L'offre culturelle est la première motivation des touristes étrangers qui visitent les destinations françaises. Et enfin, soutenir le développement économique durable et la création d'emplois en orientant le projet de Maison du Carnaval vers l'attractivité touristique et l'activité marchande en complément de son caractère culturel et éducatif. Alors, quelques exemples dans le monde, le musée. Donc, nous avons été visiter le musée de Binche, que je crois vous allez voir dans les jours. Vous avez le musée du Mardi Gras World à la Nouvelle-Orléans, que nous avons aussi audité, le musée du Carnaval de Fribourg et le musée du Carnaval de Mayence. Alors, au niveau animation, parce qu'il y a, hormis la partie muséographie, il y a une partie animation. Nous avons des démonstrations de danse du Museo del Carnaval à Cuba, les répétitions publiques de l'école de samba de Salgueiro, mais vous en avez d'autres au Brésil, et des exhibitions au musée du Carnaval de Cologne. Ça fait partie, entre autres, de quelques animations qui sont à disposition. Alors, je pense que vous pouvez voir avec moi quelques exemples dans le monde de l'animation. Le restaurant du Mardi Gras World avec démonstration de musiciens, je crois que Monique a eu l'occasion de le visiter, et des séances de maquillage au Carnaval de Venise. Alors, dans le monde de l'éducation, nous avons des ateliers à la Nouvelle-Orléans, des ateliers de carnaval pour les enfants, et des soirées contes et légendes à la Maison des Carnavals en Autriche, à Imst. Vous avez aussi, parmi les prestations possibles en marge du carnaval et en lien avec le carnaval, les anniversaires pour enfants qui sont organisés par le musée de Binche. Alors, l'étude de clientèle à proprement dit. Les touristes, 95% considéraient que la Maison du Carnaval serait un plus pour la destination Guyane et 91% l'auraient visitée si celle-ci existait déjà. Classement par ordre d'intérêt, 72% pour l'animation, 61% pour la muséographie et 43% pour la partie boutique. Concernant les résidents, 97% considèrent que la Maison du Carnaval serait un plus pour la destination Guyane et 94% l'auraient visitée si elle existait déjà. C'est le classement par ordre d'intérêt, comme précédemment, 60% pour l'animation, 60% pour la muséographie et 44% pour la boutique. Les suggestions des personnes sondées dans les deux échantillons mettent l'accent sur les besoins en restauration, en animation, en guidage, et on rejoint tout à fait Monique Blérald et la section qui est en cours d'ouverture. En ouverture le week-end pour pouvoir avoir plus de disponibilité et en accueil spécifique pour les enfants. Une étude de la zone de chalandise fait ressortir un potentiel de 36 000 visiteurs en 2020, avec une répartition de 50% 50, 18 000 touristes et 18 000 résidents à peu près. Alors, concernant le contenu, le carnaval de Guyane a de nombreuses facettes, on en a parlé, mes collaborateurs l'ont évoqué tout à l'heure. Vous avez les bals parés masqués, que vous voyez, et le carnaval de rue. Je vous laisse voir les différentes images, qui sont des images de carnaval de rue, et qui vous seront expliquées et que vous verrez aussi tout à l'heure lors de la petite présentation. Un carnaval qui évolue, et donc les évolutions plus récentes, vous les voyez aussi, avec des nouveaux groupes, avec des groupes brésiliens, et des nouvelles animations, telles que le Tololo, où il s'agit là des hommes qui invitent les dames. Parlons chiffres. Alors, pour ce qui est du programme d'investissement, nous avons dimensionné un certain nombre de choses pour ce musée du carnaval, cette maison du carnaval. Donc, une salle d'exposition permanente avec l'histoire du carnaval,
les traditions du carnaval, les carnavals de Guyane, l'évolution du carnaval, une salle réservée aux expositions temporaires, un cinéma panoramique qui permettrait entre autres à des personnes à l'aide d'avoir un 360 degrés, comme s'ils étaient dans la salle de bal, un espace réservé au musée, espace de l'école du carnaval, association, qui serait mis à disposition des associations, bien sûr boutique et restaurant, un hall pour le restaurant et les spectacles, bureaux et salles de réunion, sanitaire privé, sanitaire public, et bien sûr une surface totale qui représente 1095 mètres carrés. Au niveau des investissements, je vous laisserai ce document à disposition pour ne pas être trop rébarbatif. On a un coût hors foncier qui est de 3 236 000 €. Concernant le modèle économique, nous pouvons utiliser un modèle, un SPIC. Vous avez là une slide qui vous explique que les recettes sont égales aux dépenses, sachant que le SPIC permet aussi une subvention à l'équilibre. N'oublions pas la dimension publique d'un projet, d'un tel projet. Voilà, alors pour vous expliquer plus clairement, le SPIC, donc les recettes égales aux dépenses, les subventions possibles motivées par des contraintes de service public, l'exploitation par on peut aussi utiliser une exploitation par une régie autonome, établissement public industriel et commercial, un EPIC. Vous avez beaucoup d'offices de tourisme qui sont exploités comme ça. Un établissement public de coopération culturelle, un EPCC, nous en avons un en Guyane. Éventuellement un SPIC opéré en délégation de service public par une entreprise et la possibilité de confier la maison du carnaval à un opérateur existant comme un office de tourisme intercommunal. Au niveau de la création d'emplois et de l'impact économique, nous avons défini 12 emplois directs dans la maison du carnaval. Un responsable d'exploitation, un conservateur du patrimoine ou attaché de conservation. Alors après, vous avez des demi-ETP, donc un guide, un technicien, hôtesse, vendeuse. Enfin, vous avez toute une équipe qui sera allouée à ce projet et qui représente à peu près 12 personnes. Mais à savoir que ces emplois directs et indirects seront créés aussi, et autant d'emplois induits dans le secteur économique. Retombées fiscales, vous avez quand même 0,16 millions d'euros pour une masse salariale de 0,51 millions d'euros, ce qui vous donne une maison du carnaval, un projet qui est tout à fait bien. Une évaluation selon une méthode globale d'impact de l'industrie du tourisme. Donc, on revient sur les emplois directs et les emplois induits. En conclusion, c'est un projet nécessaire, un projet de valorisation culturelle indispensable pour la conservation d'une tradition populaire guyanaise, un établissement exigé pour viser l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc une étape à laquelle nous arrivons, de l'UNESCO. Une création bienvenue pour le développement économique de la Guyane et pour son impact social non négligeable. Et c'est l'occasion de créer le premier musée Maison du Carnaval en France, alors qu'il en existe beaucoup en Europe et dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Moderne. Pour commencer cette pause dégustative, qui va se poursuivre tout à l'heure là-haut, je vais inviter Monsieur Egalji à nous rejoindre tout de suite. Monsieur Henri Egalji, je le présente rapidement, parce qu'il a été présenté tout à l'heure de manière rapide, est donc artiste, créateur, inventeur de costumes, et également musicien. Donc, il va nous présenter un ou deux chants, je ne sais pas combien, Henri.
2 chansons de son dernier album, qui vient donc, qui est tout chaud. Donc ce sont des chants qui sont de musique donc, dite traditionnelle, je dis bien. De la Begin, je peux dire, ou de la mazurka? Begin, voilà. Très bien. Ben, je te laisse la parole. Bon, je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Très heureux d'être venu avec la délégation de Guyane. Ça nous fait drôlement plaisir. J'ai voyagé un peu partout, à Nice, un peu partout. C'est la première fois que je viens. J'ose espérer que tout ce que l'on fait, ça va nous valoriser et puis nous aider à rentrer le carnaval guyanais à l'UNESCO. Merci beaucoup. Connaissez-vous Isabelle? C'est mon amie, c'est ma belle. Elle n'est pas une cruelle, elle est comme une gazelle. Connaissez-vous Isabelle? C'est mon amie, c'est ma belle. Elle n'est pas une cruelle, elle est comme une gazelle. Quand le printemps nous appelle, je vais avec ma tourterelle courir dans l'herbe nouvelle, les yeux remplis d'étincelles. Elle tombe sur moi, je tombe sur elle. Mon Isabeau, mon Isabelle, la chose étant naturelle, eh bien je dis à ma belle. Elle tombe sur moi, je tombe sur elle. Mon Isabeau, mon Isabelle, la chose étant naturelle, eh bien je dis à ma belle. Mon Isabeau, Isabelle, c'était une ritournelle, une belle chanson nouvelle, et tout se termine en elle, quand elle m'emmène avec elle, dans ses beaux draps de dentelle, avant d'éteindre la chandelle, nous faisons des bagatelles. Sur moi, je tombe sur elle, mon Isabeau, mon Isabelle, la chose étant naturelle, eh bien je dis à ma belle, Isabeau, Isabelle, Isabeau, oui t'es ma belle, la chose étant naturelle, eh bien je dis à ma belle. Quand on nous appelle, je vais avec ma tourterelle courir dans l'herbe nouvelle, les yeux remplis d'étincelles, quand elle m'emmène avec elle, dans ses beaux draps de dentelle, avant d'éteindre la chandelle, nous faisons des bagatelles. Elle tombe sur moi, je tombe sur elle, mon Isabeau, mon Isabelle, la chose étant naturelle, eh bien je dis à ma belle, Isabeau, Isabelle, Isabelle, oui t'es ma belle, la chose étant naturelle, eh bien je dis à ma belle. Isabeau, Isabelle, Isabeau, Isabelle, Isabeau, Isabelle, Isabeau, Isabelle, nous ferons des ritournelles. Isabeau, oui t'es ma belle, nous ferons des bagatelles. On va éteindre la chandelle. Isabeau, Isabelle, Isabeau, Isabelle, Isabeau, Isabelle, nous ferons des ritournelles. Isabeau, oui t'es ma belle. Merci beaucoup. Là, c'est une chanson, mais en créole, c'était un fait véridique en Guyane. Hein. Donc, c'est du temps du Pumidum, lorsque on envoyait des gens en France, comme à La Réunion. Et puis, dès que les gens arrivaient, certains n'étaient pas aptes à certains travaux, c'est-à-dire
ils n'avaient pas, si vous voulez, le quotient intellectuel pour pouvoir accéder à certains boulots. Et puis après, résultat, ils se trouvaient filles de salle, et ainsi de suite. Et puis après, pour vouloir rentrer en Guyane, Tintin, parce que c'était trop cher. Tintin. L'homme au thé Cayenne, m'a demandé Patti, m'a rivé Paris, m'a qu'à regretter, m'a Cayenne chérie, toi même qu'a fait chaud, rivé à Paris, Freddy qu'a tué mot. Mais moi à Paris, mais pas qu'arrivé, pas gain roi pour faire mon bouillon. Mais moi à Paris, la Noël qu'arrivé, pas gain cantique pour faire réveillon. Oh Guyane, Guyane tout jolie. Oh Guyane, Guyane tout jolie. Oh Guyane, molé ouais toi. Oh Guyane, Guyane mon chéri. Oh Guyane, molé rouvini. L'homme au thé Cayenne, t'es gain mazurka, t'es gain les rôles, t'es gain gragé. L'homme au thé Cayenne, t'es gain casseko, t'es gain casseko, t'es gain comongé. Oh Guyane, Guyane tout jolie. Oh Guyane, molé ouais toi. Oh Guyane, Guyane mon chéri. Oh Guyane, molé rouvini. Oh Guyane, Guyane tout jolie. Oh Guyane, molé ouais toi. Oh Guyane, Guyane mon chéri. Oh Guyane, molé rouvini. Guyane, Guyane tout jolie. Oh Guyane, oui, retour au pays. Tout joli. Retour au pays. Oh Guyane, Guyane tout jolie. Oh Guyane, retour au pays. Ceux qui ne connaissent pas la Guyane, je vous conseille d'y aller. Vous verrez que malgré tout ce que l'on dit, c'est un pays charmant. Merci beaucoup.